Ça y est, c'est à nous. Bonjour. Eh bien, merci d'être présent, fidèle. J'ai une première question à vous poser. Qui parmi vous, pour qui est-ce la première cité? Ah oui. Ah oui, il y a beaucoup de nouveaux. Super. Bon, alors, peut-être ça vous a été dit ce matin dans les différents débats, enfin, le débat, puisqu'il n'y en a eu que ce matin. Ça se passe en 3 temps. Donc, un temps où... Alors, je suis Benoît Girardin et je vais essayer de gérer ce débat avec vous. Donc, 3 temps. Un premier débat où on va essayer de poser un peu les concepts et les principes. Un deuxième où des étudiants qui sont ici poseront vos questions. Et puis, un troisième temps où c'est vous qui allez prendre la parole pour poser des questions à nos invités. Et donc, pour essayer de mieux vous comprendre et mieux savoir qui est là, j'ai une deuxième question donc, à vous poser. Qui parmi vous est entrepreneur, se sent entrepreneur, voudrait être entrepreneur? Vous êtes majoritaire ou pas? Ou pas? Et alors, j'ai une autre question à vous poser. Qui, parmi vous, a une confiance inébranlable en lui? Ah, il y a un sujet quand même. Ah, il y a un sujet. Vous n'êtes pas très nombreux, hein, mais voilà. Non, mais il y a un sujet. Pourquoi il y a un sujet? Eh bien, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout au long de la journée, enfin de celle d'aujourd'hui et celle de demain, beaucoup de débats sont posés par la forme interrogative, ce qui n'est pas le cas du nôtre. Nous, le nôtre, c'est une affirmation. La confiance inébranlable de l'entrepreneur. Comme si c'était évident, or le petit sondage qu'on vient de faire à main levée démontre l'inverse. Alors évidemment, on va essayer de décortiquer cette question, enfin qui n'en est pas une, encore une fois, puisque c'est une affirmation, voir si elle a été bien posée. Et pour traiter cette question, on a 3 invités de dingue. Moi qui suis entrepreneur, alors ça, j'ai rien à voir avec eux, hein, je suis un petit garçon à côté. Mais on a vraiment 3, c'est incroyable. La première d'entre elles, très bonne élève, j'imagine. Elle intègre HEC et puis à la sortie, elle rentre chez Unibail pour 5 ans. Et au bout de 5 ans, elle devient directrice marketing du groupe, qui est un groupe du CAC. Et je crois que c'est un record, je ne sais pas si c'est mondial, mais en tout cas français, elle est la plus jeune directrice marketing d'une boîte du CAC 40. Et elle arrête tout pour créer sa boîte et s'attaquer à un marché incroyablement difficile, qui est le marché des pompes funèbres. Incroyablement difficile parce que la nature même du marché est difficile, et incroyable doublement difficile parce que le marché est totalement verrouillé par 2 mastodontes. Elle a 28 ans, elle arrive sur ce marché. Je vous demande d'applaudir Clémentine Piazza. Notre deuxième invité, alors on n'a pas fait exprès, lui aussi il est diplômé d'HEC, mais également de l'Institut des hautes études de protection sociale. Le cumul des deux n'étant à mon avis pas si fréquent, il se définit comme un entrepreneur social. Son entreprise gère aujourd'hui 1200 crèches et écoles maternelles en France, Europe et Amérique du Nord.
Il a été entrepreneur de l'année en 2021. Le Financial Times vient de le classer son entreprise comme étant le 3e groupe européen ayant connu la plus forte création d'emplois ces 10 dernières années, avec 15 000 salariés. Je vous demande d'accueillir le président et fondateur du groupe Grandir les petits chaperons rouges, Jean-Emmanuel Rodo-Kanachi. Le 3e, vous l'avez peut-être reconnu, je vais donner son nom à la fin. Alors lui, il n'est pas diplômé d'HEC. Voilà. Il n'est même pas diplômé du tout. Et Bruno Le Maire dit de lui qu'il est la preuve que tout est possible. Les mauvais magazines diraient de lui que c'est un serial entrepreneur. Les plus sérieux, un geek créatif. Sa dernière création en 2011 est aujourd'hui, en 2011, hein, assez récent, est aujourd'hui valorisée à plus de 3 milliards d'euros. Après avoir levé depuis l'origine plus d'1 milliard d'euros, ce qui fait de son entreprise l'une des startups françaises les plus prometteuses. Je vous remercie d'accueillir Philippe Corot, directeur général et cofondateur de Miracle. Je vais vous laisser. Merci d'être là. Alors, on a évidemment plein de questions. Je regarde le timing, parce qu'on a 30 minutes en fait. Voilà, il nous en reste 20. Alors, avant de parler du lien entre entrepreneuriat et confiance qu'on a évoqué tout à l'heure, bon, on est quand même dans un lieu hyper académique, donc on va le faire hyper académique. On va d'abord essayer de voir ce que c'est qu'un entrepreneur. Donc j'ai une première question pour toi, Philippe. Être entrepreneur, c'est un mythe, un métier. Est-ce qu'il existe plusieurs entrepreneurs? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Alors, entrepreneur, je ne sais pas si c'est un métier en tant que tel. C'est vrai que parfois on se décrit comme étant entrepreneur. Moi, je parle plutôt de créateur d'entreprise, parce qu'on crée une entreprise, mais une entreprise, elle peut être dans plein de domaines différents, nécessiter plein de savoir-faire différents, d'être de taille très variée. Donc on ne peut pas tout mettre sous la même bannière. Et souvent, moi, je viens d'une famille de commerçants. Chez moi, donc quand on est commerçant, en fait, on est entrepreneur, parce qu'on crée sa boutique, son magasin, on est seul aux commandes, enfin, on est seul à diriger en tout cas le magasin. On ne parle jamais des commerçants comme des entrepreneurs, pourtant ce sont des entrepreneurs. Donc moi voilà, je préfère parler de créateurs d'entreprise avec des passions, des spécialités, des domaines différents, des savoir-faire différents, que vraiment d'entrepreneurs en tant que tels. Parfois on a l'impression que quand on lit des articles où on écoute des interviews d'entrepreneurs que c'est presque un lifestyle. On devient entrepreneur comme si c'était un métier à part entière. Mais entrepreneur, ce n'est pas un métier à part entière. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre ce mot qu'on utilise d'entrepreneuriat et tu l'as un peu dit, est-ce que l'idée qu'il y a le plus souvent derrière, c'est pas créateur d'entreprise, créateur d'idées? Si, c'est ça, voilà, c'est un entrepreneur tel qu'on le définit aujourd'hui. Effectivement, c'est un créateur d'entreprise, donc ça part souvent d'une idée, mais pas toujours. Et après, c'est une volonté de la mettre en œuvre. Des idées, c'est comme un cerveau, tout le monde en a. Il n'y a pas une personne qui n'a pas des dizaines d'idées à la seconde. Ce qui fait la différence entre ce qu'on appelle un entrepreneur, un créateur d'entreprise et les autres, c'est qu'ils vont mettre leurs idées en mouvement et en action. Ok. Jean-Emmanuel, alors peut-être peut nous dire si pour toi, entrepreneur, ça veut dire quelque chose, mais j'ai une question un peu plus précise, alors qui est évidemment liée. Qu'est-ce qui, selon toi, caractérise l'entrepreneur? Qu'est-ce 2-3 éléments qui vont dire ah bah oui, là on est vraiment dans l'entrepreneuriat et là un peu moins. Bonjour à tous. Bonne question, c'est le tempérament. En gros, de quoi il faut être fait pour exercer ce beau métier qui en réalité est assez complémentaire avec d'autres métiers. C'est-à-dire que dans la vie, on peut choisir d'être salarié, on peut choisir d'être fonctionnaire, on peut choisir d'être entrepreneur. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. En réalité, ils se valent tous. Tout dépend quelle est notre quête du bonheur, de quoi on a envie. Il y en a qui vont plus privilégier la qualité de vie au travail, la sécurité financière. Il y en a d'autres qui vont vouloir avoir du temps et le métier n'est
que alimentaire et avoir du temps pour un hobby, pour une passion. Et puis il y en a d'autres qui souhaitent créer, comme Philippe vient de le dire. Et là, dans la boîte à outils, je pense que c'est une façon d'approcher la vie qui est un peu particulière. Elle nécessite d'être en déséquilibre de manière assez permanente, d'avoir une vraie appétence pour le risque, un goût du risque. On parlera confiance et doute, etc. après, je pense. Mais avoir une vision, bien évidemment, mais se dire qu'on va exécuter cette vision en réfléchissant totalement out of the box, en étant capable de passer en souplesse, en étant capable de balayer l'ensemble des petits obstacles du quotidien, qu'ils soient étatiques, RH, business et autres, parce qu'on a cette vision, on a ce point d'atterrissage, ce drapeau qu'on vise. Donc c'est un tempérament assez particulier. Aimer se mettre en risque, je pense que c'est une des caractéristiques fondamentales de l'entrepreneur. Alors, pardonne-moi d'insister, parce que quand j'entends cette réponse, je me dis... il y a quelque chose d'inné en réalité. C'est comme si si je voulais caricaturer ton propos, j'ai l'impression que tu es en train de nous dire on est entrepreneur ou on ne l'est pas, ce qui est quand même un peu... Alors, je ne pense pas qu'on est entrepreneur. Par contre, je pense que l'environnement peut le favoriser et de manière un peu paradoxale. C'est peut-être une des rares niches où peut-être l'ascenseur social, qui semble être quand même un peu cassé en France aujourd'hui, fonctionne encore. Si on regarde des gens comme Xavier Niel, si on regarde des entrepreneurs de la tech en Californie, etc., c'est des gens qui ont commencé très jeunes et qui ne venaient pas d'un environnement forcément extrêmement confortable. Mais tôt dans leur jeunesse, dans leur adolescence, ils ont développé une facette de leur tempérament qui était la niaque. Et la niaque plutôt que la flemme. Et ça leur a donné faim, ça leur a donné envie de réussir. Donc je pense que l'entrepreneuriat a quelque chose d'extrêmement, au contraire, égalitaire dans notre société d'aujourd'hui et permet de donner sa chance à tout le monde. Merci. Clémentine. Alors, en fait, toi, tu as une espèce de voie tracée, boîte du CAC, je l'ai dit tout à l'heure, championne du monde à 27 ans, et puis tu bascules. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on bascule dans ce monde que tu viens d'évoquer, difficile, de risques, parfois violents, alors que tu as un avenir quand même à ce moment-là qui est tout tracé, quoi. Donc, raconte-nous. Je pense qu'il y a deux aspects. Le premier, c'est d'avoir identifié un problème qui nous touche vraiment et qui nous met en marche. Donc moi, le problème que j'adresse, c'est l'accompagnement du deuil au moment de la perte d'un proche et qu'est-ce qu'on fait des rites de passage pour que les cérémonies d'adieu soient signifiantes. Et si elles ne sont pas à la hauteur des familles, ça me fait mal. Donc c'est un problème qui m'habite, me hante presque, pour lequel, du coup, je suis capable d'aller de l'avant, de lâcher ce que j'ai, parce que c'est quelque chose que je considère de fondamental. Et j'ai envie de donner mon énergie pour résoudre ce problème. Donc parce que je trouve que, en tout cas dans mon parcours, j'aurais pas pu entreprendre sur d'autres problématiques. J'ai un lien avec ma vocation et mon métier. Et sur le chemin de l'entrepreneuriat, je suis heureuse de ça parce que ça me donne une grande force quand l'entrepreneuriat est difficile, parce qu'on a aussi cette vocation pour ce problème, ce moment-là qu'on a envie de résoudre. Et après, je pense qu'il y a un deuxième... Excuse-moi de t'interrompre. Ça pouvait être que ça ou ça aurait pu être autre chose? Là, après 10 ans... Parce que j'ai lu dans la presse qu'il y avait quand même chez toi, enfin en tout cas c'est ce que quelque part tu te sentais toujours entrepreneur. Donc ma question c'est, est-ce que si ça aurait pu être autre chose, un autre engagement? J'avais déjà fait 20 pitchs, 20 business plans et j'étais pas partie. Donc je pense que c'était mon projet. Et là, avec 10 ans dans les pattes, j'en suis assez sûre maintenant. Après, je suis intuitive, je crois aux signaux faibles, je sentais que j'étais capable d'y aller, j'ai adressé mes peurs, et puis voilà, alors j'ai quand même vraiment adressé mes peurs pour oser y aller, c'est-à-dire que je pense que quand on se lance, il y a plusieurs peurs, il y a la peur de la solitude, il y a la peur du risque financier. Moi, ma peur, c'était le besoin que j'ai identifié n'est peut-être pas partagé par les autres. Donc je vais me lancer, et ça servira à rien, parce que ma conception est trop perso. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en mouvement pour aller, alors que j'étais dans ce job-là avec une grosse intensité de travail,
à la rencontre d'acteurs de pompes funèbres et de familles en deuil, en cachette pendant que j'étais censée être CMO d'une boîte du CAC 40, faire des rendez-vous dans des pompes funèbres pour tester mes intuitions. Donc j'ai aussi eu une approche à la fois intuitive sur c'est sans doute ce que je dois faire, mais aussi proactive par rapport à mes propres peurs pour oser y aller. Et quand j'ai rencontré une trentaine de familles en deuil avec qui j'ai senti que ça faisait du sens, ça m'a donné la force d'y aller. Alors, je vais continuer avec toi, Clémentine, tout en rebondissant sur un truc qu'on a évoqué sur l'entrepreneuriat, mais cette fois-ci sur la confiance, qui est quand même c'est un vrai sujet, c'est d'ailleurs le sujet des 2 jours. Mais là, sur le plan confiance en soi. Et la question que j'ai posée en fait tout à l'heure sur l'entrepreneuriat, Clémentine, j'ai envie de te poser la même sur la confiance en soi. Ça vient d'où? C'est-à-dire, c'est inné ou ça s'acquiert? Et je vous le dis à tous les 3, je vais vous demander un pourcentage. Et vous ne me dites pas 50-50, hein. Mais pour avoir quand même votre approche. Comme ça, un peu à la louche, c'est 80-20, 40-60. Clémentine, d'abord. Moi, je pense que ça s'acquiert. Il y a des terrains plus fertiles que d'autres. Voilà, un peu comme le jardinage, quoi. Mais ça s'acquiert quand même. Notamment, je pense que derrière la confiance, il y a embrasser l'inconfort pour progresser, comprendre qu'il y a des progrès toujours possibles, toujours accessibles, des petits, des grands. Et du coup, finir par se dire, OK, je peux progresser dans ce périmètre de jeu, je n'ai pas à subir, j'ai un propre impact. Et ça, je trouve que ça donne de la confiance. Le plus dur, c'est d'embrasser l'inconfort et le déséquilibre dont tu parlais. Et la part d'inné et d'acquis, en pourcentage, comme ça? 80 d'acquis, quoi. Moi, tous les jours, je la travaille, cette confiance. Enfin... Je suis tous les jours en échec. C'est-à-dire que moi, tant que In Memory ne pourra pas agir pour tous les endeuillés de France, je me sentirai dans l'insatisfaction. Donc je la travaille, je la cultive. Et d'ailleurs, même, je vais vous dire ce que je fais. Chaque matin, je prends un café et j'écris, je nettoie ma tête en me disant, OK, quels sont mes enjeux de la journée et qu'est-ce qui n'était pas si mal? Donc aussi, on a l'air d'avoir confiance en nous, mais on est aussi dans la maison de l'incertitude, de l'insatisfaction. Donc c'est vraiment, ça se cultive, c'est un choix. Et de temps en temps, on y accède. Et puis après, ça part, puis ça revient. Alors, avant d'adresser la question à Philippe, je vais un tout petit peu inverser l'ordre que j'envisageais au départ. Toujours sur cette histoire de confiance. Alors oui, juste 80-20. Je pense que ça dépend, c'est très personnel. Mais c'est pour ça que tu es là. Oui, mais la question, c'est, pour moi, qu'est-ce qui est la part d'acquis et d'inné ou en général? Enfin, c'est extrêmement personnel, ça dépend du parcours, ça dépend de comment on grandit, dans quel environnement familial, les études, pas les études. Je pense que la confiance en soi se nourrit de la confiance que nous font les autres. Je pense qu'on part avec un capital, probablement, qui dépend de beaucoup de paramètres et aussi de l'inné, qui est très différent selon les personnes, et ça se voit, ça se sent quand on rencontre des gens. Mais on se nourrit de la confiance des autres. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on va faire grandir son capital de confiance en soi. Là, tu veux dire enfant? Enfant et plus tard. Moi, on se nourrit de la confiance. Moi, Miracle, c'est ma 4e entreprise. J'ai toujours monté des entreprises avec des associés qui me font confiance. Donc, je me nourris de cette confiance. Confiance de nos collaborateurs avec qui on travaille, qui nous font confiance, parce que travailler pour quelqu'un, c'est aussi lui faire confiance, d'être sûr du chemin sur lequel il va nous amener. Donc voilà, donc on se nourrit de la confiance des autres, quelque chose qui nous alimente et qui nous fait grandir. Alors, au bout d'un moment, on se dit, bon, on est entouré de gens compétents, intelligents, plein de savoir-faire, de compétences, et on se dit, bon, si lui nous fait confiance, c'est que voilà, on peut aussi se faire un peu confiance, quoi. Maintenant, je pense que, juste pour revenir sur le titre... T'as toujours pas répondu, hein? Pour moi ou pour moi, je vais dire 99 d'acquis et 1% d'inné.
Ah oui. Après, voilà, la confiance inébranlable de l'entrepreneur, qui est le thème, pour moi, c'est une confiance de façade. On doit inspirer confiance, justement, à ses collaborateurs, à ses clients, à ses investisseurs. C'est bullshit, en fait. Bah, c'est pas, oui, il y a une part de bullshit, il y a une part de cinéma. La réalité, c'est qu'un entrepreneur, ce que disait Clémentine, l'entrepreneur, il est en remise en question permanente. C'est un doute permanent. C'est en permanence, du matin au réveil, du soir, quand on dort. Je me souviens de cette phrase, je ne sais plus qui a dit, depuis que je suis entrepreneur, je dors comme un bébé. Je me réveille toutes les 2 heures et je pleure. Voilà. Donc, voilà. Merci, celle-là, il restera. Jean-Emmanuel. Alors, entre on a 80-20, 99, 1 à ma droite et donc à ma gauche. Alors, je vais compliquer la réflexion. Je pense qu'il y a 3 niveaux de confiance quand on est entrepreneur. Il y a la confiance en soi, bien évidemment, et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une partie aussi où comment on s'est construit pendant son adolescence pour en arriver à vouloir entreprendre. D'ailleurs, on verra si à un moment on parle de l'âge et est-ce qu'il faut mieux entreprendre à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans. Mais en tous les cas, comment on s'est construit. Là, je dirais que c'est plutôt une grosse partie d'acquis, et notamment pendant sa jeunesse. Ça, c'est la confiance qu'on a en soi, l'estime de soi, etc. D'ailleurs, qui parfois, la frontière est assez trouble entre la confiance, le culot, le fait d'oser, etc. Après, il y a un deuxième niveau de confiance, c'est la confiance quand on entreprend, qu'on a dans les institutions, dans l'économie, dans l'État en général. Et là, je pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire que les entrepreneurs, pour le coup, s'ils y vont, c'est parce qu'ils veulent donner un grand coup de pied dans la fourmilière, ils veulent faire bouger les lignes, et donc ils ont plutôt moins confiance que la moyenne de la population, je pense, dans l'État avec un grand E. Parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir innover pour faire mieux, pour apporter quelque chose. Et puis le troisième niveau de confiance, mais comme Clémentine et Philippe viennent de le dire, c'est la confiance que les équipes, que nos salariés mettent en nous en tant que leaders, et l'exemple qu'on va leur donner, l'exemple qu'on va suivre. Et là, j'ai presque envie de dire que c'est plutôt du 50-50, parce qu'à la fois, on a nos convictions et nos intuitions au quotidien, et à la fois, notre rôle, en réalité, c'est de gérer 10 emmerdes par jour, et d'avoir l'agenda le plus ouvert possible pour pouvoir absorber et gérer ces emmerdes, et faire en sorte qu'elles ne déteignent pas trop sur le reste de l'équipe. Et ça nécessite, et on y viendra peut-être tout à l'heure, une énorme remise en question. Il faut savoir douter de manière positive, et ça, quand vous doutez et que vous montrez que vous n'êtes pas omnibulé, que vous n'êtes pas aveuglé, c'est là, à mon avis, où vous construisez la confiance de vos collaborateurs. Je te remercie d'avoir tué ma question que j'allais poser. Mais juste une chose, alors on n'avait pas forcément préparé, mais l'idée me vient, parce que vous m'avez parlé tous du départ, toi de l'adolescence, de l'origine, d'un terrain favorable. Vous m'avez parlé du regard de vos collaborateurs, de vos associés. Vous n'êtes pas en train de me parler d'amour, là ? Oui et non. Un entrepreneur est passionné, il est engagé. Si on n'a pas ce feu interne, cette dynamique, cette énergie vitale chaque jour, c'est compliqué d'être entrepreneur en étant mou et passif. La vitalité et la passion, ouais, je pense que l'amour. Oui, de la passion. Il faut être passionné par ce qu'on fait. Après, qu'est-ce qui nous guide ? Moi, j'ai créé ma première boîte parce que je n'avais pas le choix. Je n'avais pas de diplôme, il fallait que je travaille. Sans diplôme, j'avais des compétences informatiques. J'ai monté une boîte pour mettre en œuvre mes compétences informatiques. Mais au début, je me suis retrouvé tout seul. Et petit à petit, voilà, on a la confiance. Mais en fait, c'est pas tellement. Je dirais pas que c'est de l'amour, c'est de la passion. Mais je pense aussi que entreprendre, c'est un sport d'équipe. C'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. Je pense, c'est pas possible. On est obligé d'être entouré pour être créateur d'entreprise, entrepreneur, pour créer sa boîte, pour la développer. Pardonne-moi de t'interrompre, mais souvent des entrepreneurs, je ne sais pas si c'était ton cas, Clémentine, mais quand on part au début, on a l'idée, etc., on est un peu tout seul quand même. Je sais pas, je pense qu'on fait rien tout seul. On échange, on a une idée, il faut la partager, on cherche. S'il faut construire quelque chose, on peut rien construire tout seul. Ça n'existe pas. Donc, je pense pas qu'on puisse le faire tout seul. Sinon, on est un artiste.
On crée quelque chose seul, on n'a pas de clients, ou on ne va pas les chercher nous-mêmes. Ou voilà, c'est une démarche artistique. Et dans la création d'entreprise, c'est une démarche d'entreprise, c'est une démarche business. Donc, ça ne se fait pas seul. Il nous faut des clients, il nous faut des collaborateurs, il nous faut la confiance de sa famille. Quand on a une famille, on prend. C'est aussi une charge pour l'ensemble de la famille. Donc, il y a beaucoup de gens, ils ne font pas ce choix tout seuls d'être entrepreneurs. Ils doivent avoir l'accord, entre guillemets, de leur femme, de leur compagne. Voilà, ça ne se fait pas tout seul. De leurs parents, parfois. Je pense que ça n'existe pas de le faire tout seul. Clémentine, je sens que tu veux dire quelque chose. Après, je pense qu'on est... Je sais pas ce que tu en penses, mais on croit à notre bonne étoile quand même aussi. Il y a un truc, tu vois, il y a le quotidien, il y a ces actes d'audace. Et après, moi, j'essaie aussi de la convoquer, cette confiance. Alors souvent, ce que je fais, c'est que je trouve que le moyen terme, il est très stérile. Dans 2 ans, dans 3 ans, qu'est-ce que je peux faire? Généralement, je trouve qu'ils ne nous donnent pas confiance en nous parce qu'on est empêtré dans les contraintes actuelles, qu'on ne peut pas complètement tout transformer. Et donc, moi, les 2 timings qui m'intéressent, c'est aujourd'hui, parce que ça, déjà, c'est notre responsabilité par rapport aux autres, à nos familles, nos actes du quotidien. Je trouve que ça a une grande valeur de faire grand 4 chaque jour, parce qu'à la fin, c'est la somme des jours qui fait l'histoire de l'entreprise et sa propre histoire. Et après, je me concentre sur le dans 10 ans. Parce que là, il y a plein de choses possibles. Et je crois beaucoup à l'autoprophétie. C'est-à-dire, si tu te formules quelque chose, elle peut arriver. Et si tu ne te la formules jamais, elle n'arrivera jamais. Je ne pourrais pas devenir gouverneur de San Francisco si je ne l'ai pas décidé pour moi dans 10 ans. Dans 2 ans, c'est sûr que c'est foutu. Dans 10 ans, on ne sait pas. Ce n'est pas mon projet. Mais du coup, le fait de se le dire, ça te met en marche. Et dès que l'on s'engage en fait sur un timing de dans 10 ans, je trouve qu'il y a la providence qui se met à se mettre en marche aussi. Et dans 10 ans, voilà, tout est possible, l'ambition pour son entreprise, l'impact pour ses clients, nos familles, etc. Alors c'est drôle parce que quand tu as prononcé le mot l'autoprophétie, qui est quand même un truc, on s'y attendait pas, je vous ai vu tous les deux là tout de suite. Ah ouais. Ben oui, Clémentine a raison parce que vouloir créer son entreprise, c'est 2 choses. C'est avoir une vision, donc savoir où on va, et ça rejoint exactement ce qu'elle dit. Si on ne sait pas où on va, on ne peut pas y aller, c'est par définition. Et après, c'est gérer des emmerdes. Donc c'est ça le métier d'entrepreneur. D'un côté, il faut savoir où on va, et puis après, on passe notre quotidien à gérer des emmerdes. Donc il faut être vraiment optimiste quand même. Donc, sinon, on abandonne vite. Ça se voit d'ailleurs. Moi, je vois des gens autour de moi qui disent je veux créer ma boîte, je veux être entrepreneur, en fait, ils le font jamais. Et je vois par exemple mon associé actuel, donc, qui s'appelle Adrien Nussenbaum, Qui est ton associé toujours quasi? Non, j'ai créé c'est la 2e boîte que je crée avec lui. Et la boîte d'avant, donc on a créé ensemble. On déjeune un jour ensemble et il me dit donc je venais de monter une boîte et il me dit il travaillait chez Deloitte à l'époque, il me dit si je reste une semaine de plus chez Deloitte, je saute dans la Seine. Je lui dis écoute c'est froid hein. Ouais. Puis le connaissant était capable de le faire. Donc je lui dis écoute, ne fais pas ça. Je suis en train de monter une boîte, viens on s'associe. Et il m'a dit ouais ça m'intéresse. Je lui dis par contre des mecs qui travaillent dans les cabinets de conseil, dans des banques, qui me disent qu'ils veulent monter des boîtes, ça fait 10 ans que j'en rencontre tous les jours. Donc, et au final, ils ne le font jamais. Donc je lui dis, tu as 48 heures pour me donner ta réponse. Et le lendemain matin, il m'appelle, il me dit, c'est bon, j'ai démissionné, je démarre le 1er janvier, le 2 janvier. Voilà. Donc il faut avoir une certaine dose de courage et de confiance, parce qu'ils ne savaient pas trop où je l'emmenais, Adrien, à cette époque. Donc, voilà. Oui, alors... Peut-être pour rebondir là sur les 2 facteurs clés. Parce que j'ai une dernière question avant de donner la parole aux étudiants qui est hyper importante. On vient de toucher du doigt 2 facteurs clés de succès de l'entrepreneur. C'est le rapport au temps et c'est sa capacité à provoquer la chance. Et c'est ça qui permet d'avoir des boîtes ensuite qui grandissent de manière exponentielle. Donc ils ne font pas juste 10% par an, mais qui font x10 chaque année. Donc le rapport au temps, c'est le premier. Et ça, c'est très dur parce que dans n'importe quelle entreprise, les gens ont le temps long. Donc c'est bien d'avoir le temps long pour la vision, mais c'est bien aussi d'avoir le temps court pour l'exécution.
Et ce rapport au temps, c'est ce qui permet de se dire, le benchmark, c'est pas 1 mois ou 1 an pour un projet, c'est 1 semaine. Et avec ce mindset, on avance beaucoup plus vite. Et si on cumule ce mindset avec le fait de provoquer la chance, c'est-à-dire de manière permanente toutes les semaines, de semer des petits cailloux qui vont peut-être ne rien donner ou donner quelque chose dans 5 ou 10 ans. Moi, par exemple, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 10 ans, j'ai écrit à Sylvain Kern, il y avait la Cité de la Réussite. Je me suis dit, tiens, c'est génial, j'aimerais bien parler. Bon, ma boîte était toute petite. Il m'a répondu poliment, non merci. Et puis, il m'a appelé il y a 1 an en me disant, tiens, vous m'avez écrit il y a 10 ans, et j'aimerais bien vous entendre aujourd'hui. J'aurais pas semé ce petit caillou, j'aurais pas provoqué la chance, ça n'aurait pas eu lieu. Et donc, le rapport au temps et cette capacité permanente à taper à la porte, à ouvrir, voilà, à lancer des perches, à tendre la main vers des gens qui, ça se trouve, vous ne reverrez plus jamais dans votre vie, mais 1 fois sur 10, ça payera à moyen ou à long terme. En fait, si une petite synthèse avant de vous poser la dernière question et de donner la parole aux étudiants. Si j'ai bien compris, vous nous dites qu'il n'y a absolument rien d'inné, qu'il faut le décider, genre je serai maître du monde ou gouverneur de San Francisco, et qu'ensuite il faut secouer. Alors moi j'ai une question quand même, c'est que dans toute décision, comme la décision de ton associé en 48 heures, on a parlé beaucoup de rationalité ce matin, il y a un moment où on doute, et le doute il peut être fort. Et comment vous gérez ce doute? Est-ce que le doute est l'inverse de la confiance ou son complément? Je crois, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est le doute, il est permanent. C'est permanent. Au tout début, quand on a monté notre première boîte avec Adrien, au bout de 3 jours, au bout de 3 semaines, au bout de 3 mois, on s'est dit bon, ça marchera jamais. Et en fait, à l'intérieur, on doute, et entre nous, on discute, et on se rassure, et on se développe, et on essaie d'inspirer confiance. En fait, on peut inspirer confiance tout en doutant soi-même. Je ne crois pas que pour inspirer confiance, il faut forcément avoir une confiance inébranlable en soi. Je pense qu'on peut attirer confiance tout en doutant. Alors, l'optimisme est important, la chance, très importante. Souvent, on dit, je dis souvent à mes enfants, la réussite, c'est 80-20. C'est de la chance et du travail. Mais je ne sais pas si c'est 20% de travail ou 20% de chance. J'ai jamais su. Mais c'est vrai qu'il faut les deux. C'est exactement ce que disait Jean-Emmanuel. Jean-Emmanuel, il a dit que la chance, il est à chercher. Hein. La chance sourit aux audacieux. Faut la provoquer. Une chance, ça se provoque. Elle se provoque par le travail. C'est comme ça qu'on la provoque. C'est exactement ce qu'il disait. Je suis 100% d'accord. D'accord, donc ça tombe après, pas. On voit aussi des gens ça tombe pas, quoi. Non, mais après, on voit aussi des gens qui travaillent comme des acharnés. Moi, j'ai le cas dans mon entourage familial où j'ai un père qui a toujours énormément travaillé, mais vraiment beaucoup. Et c'était un modèle pour moi de ce côté-là. C'était quelqu'un qui travaillait énormément, mais il n'a jamais eu la chance qu'il aurait méritée pour arriver à la réussite qu'il aurait méritée. Clémentine, juste le rapport doute-confiance en 2 mots pour ensuite pas trop amputer le temps de nos étudiants. Oui, bien sûr. C'est un doute permanent. Il faut juste apprendre à vivre avec. Au bout d'un moment, quand même, tu progresses parce que c'est difficile, la maison du doute en permanence. Je trouve qu'au fil des années, tu te dis, OK, en fait, c'est un état. Je l'embrasse. C'est OK de douter. Et finalement, c'est ce qui me permet de me remettre en question et d'y arriver. Je finis par l'aimer même. En fait, le sujet, il est super mal posé, non? La confiance inébranlable de l'entrepreneur. Enfin, ça existe. On est bon, ça veut dire que les gens pensent. Non, mais ça existe. L'entrepreneur, non, ça n'existe pas. Moi, c'est quand j'ai vu l'entrepreneur, ça n'existe pas, et la confiance en soi. La confiance là, vous êtes en train de nous parler beaucoup de détermination, d'envie, de passion, pas d'amour. J'ai compris, ce que je regrette un peu, mais bon, tant pis. En fait, le sujet est très mal posé. Enfin, J'espère que Sylvain n'est pas là. Mais... Pour revenir sur le doute, déjà, je ne suis pas d'accord, il y a de l'amour, parce que pour un entrepreneur, une start-up, c'est un peu une seconde famille. Je ferme la parenthèse. Mais sur Clémentine et Philippe ne sont pas d'accord avec toi. Mais tant mieux. Sur confiance et doute, imaginez un coureur de Formule 1, un pilote. Plus il va vite, plus il est obligé d'être vigilant sur la route.
Donc plus il va vite, c'est la confiance qu'il a en lui, dans sa voiture, etc. Et en même temps, plus il accélère, plus il faut qu'il soit vigilant. Et la vigilance, c'est le doute, c'est la remise en question. C'est la capacité d'être complètement aware à 360 de tout ce qui nous entoure. Et c'est pour ça que cette remise en question, en réalité, elle doit être permanente. Sinon, c'est de l'aveuglement. Et pour pouvoir piloter une entreprise, avoir sa vision de long terme et ensuite aller du point A au point B, il faut en permanence se remettre en question. Il faut avoir confiance dans son intuition, ça c'est clair. Mais en même temps, il ne faut pas hésiter à la questionner. Donc apprendre à poser les bonnes questions, apprendre à écouter en interne et en externe, être convaincu que le changement est inévitable, etc. etc. Merci. Et moi, je pense. On va se faire engueuler par les étudiants. Après, je suis d'accord sur. Enfin, je suis pas complètement d'accord avec Jean-Emmanuel. C'est quand même c'est une forme de famille quand même, l'entreprise. On retrouve, c'est des gens. Mon associé, je travaille. Enfin, on a travaillé dans le même bureau pendant. Maintenant, ça fait 18 ans, et pendant 10 ans, on était en face. Je le voyais plus que ma famille. Là, dans la salle, j'ai à la même table, j'ai un de mes plus proches collaborateurs et ma fiancée qui sont venus écouter ce que j'ai à raconter au lieu chacun peut-être de faire autre chose, ou même pour Hugo de rester avec sa famille. Et là-dedans, il n'y a pas d'amour du tout. Si, enfin, en tout cas, c'est presque une famille. On passe plus de temps avec ses collaborateurs qu'avec ses amis. Donc oui, c'est une forme d'amour. Merci. La parole à vous. Alors, vous allez vous présenter, nous parler en 2 mots de votre école et puis poser vos questions. Qui prend la main? C'est bon, ouais. Bonjour, donc ravi d'être ici. Moi, c'est la première cité de la réussite, donc je m'appelle Augustin Billet, je suis à l'EM Lyon, cette magnifique école. Écoutez, j'ai pas grand-chose à dire dessus. C'est une école très sympa, proche de la montagne. C'est presque pour ça que j'ai choisi. Donc, voilà. Alors, on a compris que donc, la confiance, c'était quelque chose d'a priori donc facile quand tout allait bien, facile à donner, facile à recevoir, etc. Mais de ce qu'on a compris, la vie d'entrepreneur, a priori, c'est pas un long fleuve tranquille et donc ça n'a pas l'air de s'y appliquer. Donc, ma question est, comment est-ce qu'on peut maintenir une confiance inébranlable face aux échecs, aux critiques, aux périodes de crise, tout en inspirant à vos équipes et puis à vous-même voilà, la résilience au quotidien. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est un échange, on se nourrit de la confiance des autres. Et même dans les situations difficiles, vous avez toujours quelqu'un pour faire confiance, si vous êtes bien entouré. Et la clé, c'est ça, c'est que quand on veut créer sa boîte, il faut être bien entouré. Donc on se nourrit de la confiance, encore une fois, de ceux qui nous font confiance. Voilà, c'est ça ce qui nous permet d'avancer, même quand ça va pas, même quand ça va mal, même quand on fait des conneries, parce qu'on fait des conneries toute la journée. Quand on a des emmerdes, voilà, quand on a quelqu'un autour de soi qui rassure, ou qui nous rassure aussi, parce qu'il nous aide dans l'adversité, c'est comme ça qu'on avance. Ça ne se fait pas tout seul. C'est vraiment, j'insiste, pour moi, je dis pour futurs entrepreneurs qui seront dans la salle, c'est un sport d'équipe. Ça ne se fait pas tout seul. Et je pense aussi qu'on apprend à avoir un autre regard sur nos échecs. Si par exemple je parle d'une négociation, enfin je pitch une entreprise, pour moi la moins bonne situation, c'est quand la personne a souri de A à Z et m'a dit « ouais, c'est super, on se revoit ». Là, je pourrais avoir mes critères de confiance au max, mais en fait, j'ai pas suscité de conversation, il n'y a pas eu de lien. Donc je pense, j'ai appris qu'en fait, dans cette situation-là, je pitchais dans le vent. Et il y a certaines personnes qui se mettent en marche sur la critique. Est-ce que tu as pensé à ça, à ça, à ça? Alors au départ, c'est difficile hein, parce qu'on a nos réflexes d'animaux, donc du coup, on est un peu en mode defense, on n'est pas très content d'être critiqué. Et puis, après avoir vécu ça pas mal de fois, en fait, tu apprends que c'est ces personnes-là qui sont en train de se mettre en mouvement pour adhérer, mais vraiment pleinement à ton projet. Donc, ils ont évidemment besoin de poser des questions, ils ont évidemment des doutes, ils ont besoin de réponses, ils ont besoin de sentir qui tu es. Et parfois, les premiers détracteurs deviennent les plus grands ambassadeurs. Donc, il y a aussi, je trouve, beaucoup à bosser sa tête pour se dire, en fait, c'est quoi la situation que j'adresse? Et entre succès et échec, il y a quand même 1 million de nuances.
et qu'est-ce que j'en fais. Et après, il y a aussi en revanche cette matière qui, moi, me nourrit vachement, qui est plutôt de me dire, ok, j'ai échoué, mais du coup, qu'est-ce que j'en fais? Et d'apprendre à aimer ça, à aimer, à apprendre, à se confronter au réel et à se dire, ok, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que ça va venir demain? Je peux parler de mon métier. Nous, on est face au plus grand échec de la vie, c'est la mort. Qu'est-ce qu'on en fait? Et enfin, je veux dire, c'est sérieux, quoi. On pourrait, dans ces cas-là, être figé ou laisser tomber ou rester allongé. Et on pense quand même, en accompagnant ce métier, qu'il y a des choses à accomplir pour peut-être, sur le chemin du deuil, que ça puisse aller mieux. C'est une situation extrême, mais nous, elle nous met vachement en mouvement parce qu'on pense que réagir dans ces situations de détresse maximale de la vie, il y a quand même des choses qui peuvent en émerger, quoi. Donc c'est vraiment aussi au quotidien ce qu'on fait. Pour compléter, il y a deux types de difficultés. Il y a la petite difficulté courante du quotidien. Bon, et ça, l'entrepreneur, il est plutôt outillé pour enjamber l'obstacle et passer en souplesse. Et puis après, il y a la grosse difficulté. On n'avait pas le bon positionnement marché, le pricing n'est pas le bon, les clients ne sont pas là, parce que dans l'entrepreneuriat, les recettes mettent toujours 2 fois plus longtemps à arriver et les dépenses arrivent toujours 2 fois trop vite. Donc comment on fait face à la vraie grosse difficulté? Moi, je pense qu'à ce moment-là, il faut, l'entrepreneur doit garder la tête froide. Même en interne, vis-à-vis de ses collaborateurs, il y a un côté un peu poker face, parce qu'il est vu comme un exemple. Et donc, si lui, il flanche, c'est toute la boîte qui flanche. Mais surtout, il faut revenir aux fondamentaux. Quand il y a vraiment une grosse tuile. Revenir aux fondamentaux, c'est revenir à l'ADN, aux valeurs profondes de l'entreprise, à sa mission, à sa raison d'être. Parce que là, on ne se trompe pas à ce moment-là. On est à nouveau dans le vrai. On est peut-être parti sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Et puis là, ça y est, on revient au milieu. Et le mieux est l'ennemi du bien. Et donc parfois, quand ça tape fort, il faut revenir aux fondamentaux. Et alors, je rebondis sur cette histoire d'échec qui me plaît beaucoup. Merci pour... Tu peux nous redire ce que tu as dit sur l'échec le plus grand de la vie, c'est la mort? Enfin, on pourrait croire. En tout cas, c'est très violent. Et tu as dit un truc, moi, qui me bouge un peu, où tu dis... il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui disent la même chose, qui disent, en fait, dans la victoire, on n'apprend rien. Et on apprend que... Non, t'as pas l'air d'accord. Pas du tout. Et on apprend que dans l'échec. Et tout à l'heure, tu disais, c'est parce que quelqu'un va critiquer le produit, va critiquer le pitch, qu'on va évidemment l'améliorer. C'est comme ça qu'on progresse. Mais Philippe, tu n'as pas l'air d'accord. Non, enfin, bien sûr. Enfin, là où je suis d'accord avec Clémentine, c'est que, d'ailleurs, dans ma boîte, chez Miracle, on dit feedback is a gift. Donc, quand on fait une connerie, quand on dit une connerie, quand on s'est planté, quelqu'un qui vient nous le dire, attention, tu t'es trompé, ou là, tu n'as pas été bon, quand c'est dit avec bienveillance, il faut l'accepter. Et c'est quelque chose qu'on demande à nos collaborateurs de l'accepter. Et ça va dans les deux sens. Ça va même, plutôt dans le sens du N-1 vers celui pour lequel son chef d'équipe, c'est son manager. Mais je pense quand même, je sais que c'est bien de dire, je dis pas ça pour Clémentine, mais c'est vrai qu'on entend très souvent, on apprend plus de ses échecs que de ses réussites. Honnêtement, je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'on apprend quand même beaucoup de ses réussites. Parce on voit ce qui marche, on voit ce qui est reproductible. Donc je pense qu'on apprend plus de ses réussites que de ses échecs. Je sais que c'est pas bien de dire ça, mais parce qu'on dit toujours le contraire. Et alors, est-ce que, parce que vous avez eu tous les trois, vous avez ou par le passé des approches internationales, est-ce que c'est vrai que en France, l'échec est quelque chose qui est vécu beaucoup plus douloureusement que dans les autres pays, ou versus les États-Unis, où on nous dit si on n'a pas une liquidation judiciaire derrière soi, on n'est pas un entrepreneur. Est-ce qu'il y a un rapport à l'échec spécifique en France, selon vous, ou pas? Je dirais plutôt qu'aux États-Unis, on est riche des projets. On est riche du fait d'être en projet. C'est-à-dire que si on n'est pas en mode projet, on intéresse moins. Et si on est en mouvement, quelle que soit la taille du projet, ça crée de la conversation, ça crée du respect. On sent que c'est valorisé au sein de la société. Donc du coup, c'est pas vraiment succès-échec, c'est plutôt, pour caricaturer, quelqu'un qui pourrait être très riche et sans projet. Aux États-Unis, à un dîner, ok, on pourrait peut-être pas trop lui parler, versus quelqu'un qui est en train de démarrer et de lui dire, alors, je vais t'expliquer comment je vais développer ça et infuser ça dans le monde. En France, c'est pas forcément pareil, je pense. C'est
100% d'accord. C'est tout à fait vrai. Je l'ai vécu moi-même des centaines de fois. Je suis tout à fait d'accord. Je vais mettre un bémol. C'est bon, Nous, on est présent, on a créé, on a construit, on gère des écoles en Angleterre, au Canada, aux États-Unis. C'était un peu l'image que j'avais au début, c'était le think positive anglo-saxon, etc. En réalité, je pense qu'ils sont, notamment aux États-Unis, ils sont meilleurs que nous là-dessus pendant l'école, le collège, etc. Ça, c'est indéniable. La façon dont l'éducation nationale, les profs, etc., là-bas, encourage et valorise les enfants et les élèves est clairement beaucoup plus positif qu'en France. Par contre, une fois la vie professionnelle lancée, moi je le vois avec nos équipes, notamment aux US et au Canada, qui sont de très belles valeurs, mais franchement, en France, on n'a rien à se reprocher par rapport à la conscience professionnelle, à l'expertise, à la façon de faire des affaires, etc. Bien au contraire, et je me rends compte, et notamment là depuis 2-3 ans aux États-Unis où on est passé de 10 à 80 écoles, je me rends compte que le savoir-faire qu'on a en tant que Français, en réalité, est bien souvent supérieur à ce qu'on croit être l'image du manager américain, sa façon d'exécuter, etc. En réalité, on n'a pas à rougir. Bon, vous avez fait notre journée, là. Non, mais là-dessus, je suis d'accord. Là-dessus, je suis 100% d'accord. Enfin, c'est pas comme ça que j'ai compris les propos de Clémentine, et c'est pas ce que je voulais dire non plus. Là-dessus, je suis d'accord. Mais la perception, parce on parlait de création d'entreprise, la perception du créateur d'entreprise qui démarre son activité, quand vous êtes en France et que vous êtes à un dîner et que vous dites « Ah bah, je démarre ma boîte, etc. » et que vous êtes en train d'expliquer à quelqu'un ce que vous faites, 9 fois sur 10, il préfère tourner la tête et parler à son voisin qui est manager dans un grand groupe. Voilà. Aux États-Unis, c'est pas le cas. Au contraire, ils s'intéressent au projet, ils s'intéressent à la création de boîtes. Vous avez, en France, par exemple, quand vous créez votre boîte, c'est très difficile d'avoir un accès à des managers de haut niveau pour la pitcher, pour la vendre. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile d'aller parler au patron de JP Morgan que d'aller parler au patron de la Société Générale. C'est plus facile, bien sûr. Non, mais deuxième question, parce qu'il y en a une qui a fait des petits. Bonjour. Voilà. Super. Je m'appelle Clément, je suis à l'IPSA Toulouse, c'est en dernière année, c'est une école d'ingénieurs en aéronautique et aérospatiale à Toulouse. Et donc j'avais une question plutôt générale, c'est quels conseils donneriez-vous aux entrepreneurs qui hésitent à se lancer dans certains projets, plus spécifiquement à Clémentine sur des projets sensibles ou peu explorés. Et ensuite, je voulais savoir comment la confiance en soi a joué dans votre réussite. Je commence par les projets sensibles. Alors, je pense que les projets sensibles, on n'est pas loin des vocations quand même. C'est pas du coup les projets les plus faciles à porter, parce que par exemple, il y a un tabou autour de la fin de la vie, de la mort et du deuil. Donc c'est vrai que dans les dîners en ville, j'entreprends et j'ai des pompes funèbres. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que quand c'est une vocation, on arrive à susciter la discussion, parce qu'on est tellement animés qu'à la fin, franchement, on ne parle que de ça, parce que ça nous concerne tous, mais comme le monde du soin, comme les soins palliatifs, comme les maladies, comme la vulnérabilité. Et finalement, un point commun qu'on a tous ensemble, c'est la vulnérabilité. Donc, c'est plus difficile, mais quand c'est ta vocation, tu es aussi invincible. Et moi, je dois beaucoup à mon projet, qui me dépasse énormément. Et j'ai vraiment, dans ma vie, il y a aussi in memory en soi, je ne sais pas comment dire, personne morale, quoi. Et du coup, je suis d'ailleurs autant loyale à mes équipes qu'au projet, qui a son vrai ADN. Et je suis aussi loyale à in memory. Et donc, c'est une vocation qui est une grande force. Donc, si jamais vous sentez qu'il y a cette fibre, c'est assez incroyable parce qu'on trouvera toujours des solutions du coup pour In Memory ou pour d'autres projets. Je rajouterais peut-être un petit point, on est très loin des années 80, par exemple, au Japon, les gens faisaient toute leur carrière dans la même boîte. Là, au XXIe siècle, on a aujourd'hui dans les boîtes en France 20% à peu près des salariés qui sont nés au XXIe siècle, donc en 2000 et après.
Donc c'est un prisme, c'est un état d'esprit complètement différent. Et l'accélération, notamment des technologies, de l'IA, des nouveaux métiers, etc., fait qu'en réalité, la plupart d'entre vous dans la salle, vous allez vivre 5 ou 10 vies différentes. Vous allez avoir 5 ou 10 jobs différents. Donc, se jeter à l'eau sur une opportunité entrepreneuriale qui va peut-être durer toute une vie, ou peut-être juste 1 an ou 2 parce que ça ne va pas fonctionner, en réalité, la prise de risque est beaucoup moins importante parce qu'elle n'engage pas toute votre carrière. Il sera toujours temps de se retourner. Après, la question, c'est à quel âge on se jette à l'eau. Est-ce qu'il faut mieux le faire à 20 ans? On parlait des entrepreneurs de la tech en Californie, etc. Zuckerberg, même Niel sont lancés à 20 ans. Est-ce qu'il faut le faire à 50 ans comme le patron de McDonald's ou il y a un Taïwanais aussi qui a lancé le premier groupe mondial de semi-conducteurs, celui qui met toutes les puces dans les téléphones Apple, qui s'est lancé à 55 ans. Ou moi, je pense qu'il faut plutôt bosser un peu dans une boîte entre guillemets traditionnelle pendant 5 ans pour acquérir de l'expérience, pour avoir plusieurs outils dans sa boîte à outils. Parce que quand vous êtes à l'école, il y a une certaine courbe d'apprentissage. Et puis ensuite, les 5-10 ans qui suivent, ça va devenir exponentiel. Et ce qu'on apprend sur le terrain de manière concrète et pas théorique dans une boîte, c'est colossal, mais c'est vraiment du x10. Et donc, je trouve que c'est plus pertinent de lancer sa boîte vers 25, 30, 35 ans, une fois qu'on a déjà emmagasiné tout ce bagage. Philippe, tu voulais réagir, c'est-à-dire que, parce que tu as parlé de formation initiale, un peu école et entreprise, etc. T'as un truc à nous dire là-dessus? Oui, toi, ça t'a manqué ou... Ah oui, complètement. Moi, je suis 100% d'accord. Moi, ce que je dis à mes enfants, c'est faites des études, allez travailler 2-3 ans dans une grosse boîte et montez votre boîte. Je suis complètement d'accord. Oui, ça m'a manqué de pas avoir fait d'études, de ne pas avoir travaillé dans une grosse boîte. Ça m'a manqué. Alors, mais ça t'a manqué en réflexe métier, en expertise, en compréhension des mécaniques de l'entreprise, en compréhension de la politique des grosses boîtes, en méthodologie. Moi, j'ai vendu ma 3e boîte à la Fnac et les contrats que j'avais avec eux faisaient que je devais accompagner la vente pendant 3 ans. Donc, ils étaient bien ficelés, les contrats. Donc, je suis resté 3 ans. J'étais obligé de rester 3 ans. Mais j'ai énormément appris, mais beaucoup plus que dans mes précédentes boîtes que j'avais développées moi-même, dont une qui était une boîte qui était assez importante, qui a été cotée en bourse. Et pourtant, j'ai énormément appris à la Fnac. Pendant 3 années, c'est mieux qu'un MBA, quoi. Donc, il faut faire des études, quoi. Enfin... Ouais, il faut faire des études. Ah. Bon entendeur, salut. Ça tombe bien, les étudiants, il faut faire des études. Enfin, vous m'avez l'air lancé. Prochaine question, madame. D'abord, bonjour. Et je suis aussi très heureuse d'être ici devant vous. Je m'appelle Clara Burguillot et je suis donc en école d'ingénieur aussi à Les Sylves, en master. Et j'avais une question particulière pour monsieur Philippe Corot, que je trouve particulièrement inspirant justement parce que je trouve que du fait de ce manque par rapport aux études, vous avez certainement une vision liée à l'entrepreneuriat qui est forcément, à mon avis, différente, dans le sens où vous avez dû construire avec une vision qui, du coup, peut complètement différer de ce que nous, on apprend à l'école, parce qu'on est conscient qu'on est un peu formaté aussi et qu'on a cette confiance qui nous vient des études. Et du coup, je trouvais ça important de vous demander comment est-ce que vous avez réussi à cultiver et donc maintenir cette confiance en votre vision d'entreprise et d'où elle vient et comment vous l'avez construite lorsque Miracle était encore en phase de croissance et pas encore tout à fait lancé dans le marché international. Alors c'est vrai, c'est une bonne question. Merci d'abord pour vos propos, c'est sympa. Non, c'est une vraie question. Mais ce que je disais, il y avait quand même beaucoup de doutes. Il faut savoir que nous, notre métier, c'est de proposer à nos clients un logiciel qui leur permet de développer leur marketplace e-commerce. Nos 50 premiers clients nous ont tous dit « je ne ferai jamais de marketplace ». Donc ça, c'était un peu difficile, parce qu'on sortait du rendez-vous avec mon associé, on se disait « putain, merde, on n'est pas du tout sur la bonne voie ». Et puis, à force quand même de conviction, parce qu'on croyait en cette vision, parce qu'elle était quand même factuelle, on savait, on avait en tête le modèle Amazon, on savait que c'était un modèle de l'e-commerce qui était extrêmement rentable, qui a été le moteur de la croissance d'Amazon. En fait, on s'est dit, les retailers, donc concurrents d'Amazon qui n'auront pas leur marketplace, vont se planter. Voilà, ça c'est une croyance forte qui a été vérifiée par des faits. Donc à chaque fois qu'on allait voir
Il nous disait non, 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 non. Et puis après, une fois, il y en a un qui a dit oui. C'était le premier client, hyper important. Nous, c'est une boîte qui s'appelait De la Maison. Donc c'était Pierre Trémolière, il s'appelait. C'était notre premier client, hyper important. Puis un deuxième client, qui était Mr. Good Deal, qui là était un client, une plus grosse boîte. Donc on s'est dit, bon, peut-être on ne s'est pas complètement planté. Troisième client. Et en fait, c'est un engrenage, c'est un cercle vertueux qui se met en place. C'est vrai qu'à un moment, si le cercle vertueux ne se met pas en place, ben à un moment, on doute et on s'arrête. Parce qu'il ne faut pas confondre confiance, persévérance, qui est essentielle pour l'entrepreneur, et obstination. Voilà. C'est là aussi où c'est important par rapport à ce que disait Clémentine et Jean-Emmanuel, c'est d'avoir quand même, d'être à l'écoute. Parce qu'il y a un moment, voilà, si on dit non mais c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, voilà, si on a... C'est là où la limite, elle est très difficile à faire entre justement la persévérance et l'obstination. Et je pense que si on arrive à pas se planter, c'est parce qu'on arrive à rester du bon côté de la limite. Et alors, il y avait une deuxième question, un peu sur le fait de ne pas avoir été formaté, si je peux me permettre de reformuler. Et est-ce que d'arriver dans un milieu où on n'est pas formaté, où on est peut-être, et n'y voilà aucun jugement, mais un peu plus, je dirais, mal élevé, on casse les codes et on y va. Est-ce que c'est pas une arme, ça aussi ? Non, je crois pas, parce que moi, en fait, moi, mon parcours, et c'est un petit peu ce que disait Jean-Emmanuel tout à l'heure, j'ai pas de formation. Quand je me suis lancé, j'avais ni formation ni argent. Donc je travaillais sans filet. Donc j'avais pas le choix. J'avais pas d'alternative. C'est soit je rentrais dans un circuit très long de carrière où on rentre quand on n'a pas de diplôme, donc peut-être commencer à travailler dans de la restauration ou dans des magasins, et puis voilà. Et c'est pas ce que j'avais envie, j'avais pas envie de ça. Donc quand on n'a pas de formation, donc pas de diplôme, pas d'argent, bah, on n'a pas le choix, quoi. Il y a que la niaque, pour prendre l'expression de Jean-Emmanuel, qui permet d'avancer, quoi, et de se sortir de ça. Et une ambition. Voilà, le terme est parfois mais une ambition. L'obstination, c'est vrai que c'est très important. Je vous raconte une anecdote où je pense que j'ai eu un mindset assez entrepreneurial. Donc il y avait les JO, c'était dingue. Comme beaucoup de Parisiens, j'étais dans le sud-ouest, enfin en tout cas pas à Paris. Et j'étais super frustrée. Et là, je vois l'équipe qui titre que la meilleure ambiance, c'est au volleyball. Et on est en finale de volley. Je me dis, alors là, FOMO de dingue et tout, je me dis, mais j'ai rien capté, quoi. Je suis en situation d'échec. Enfin, c'est un truc historique et je suis pas dans ma ville. Et donc là, impatience et frustration, il faut que je me débrouille pour être ailleurs, mais j'avais pas de billets. Et autant vous dire que c'était impossible d'avoir des billets. Et puis j'étais avec mes 3 garçons, mon mari, enfin j'étais vraiment faite pour rester à la plage, quoi. Je leur ai dit, les gars, je prends le train, je vais essayer d'aller voir la finale de volley. On l'a quand même eu même, parce qu'ils m'ont fait, ça c'est l'amour, tu vois. Ils m'ont dit, ok, vas-y, mais tu n'as pas de billet, mais vas-y. J'ai pris le train et je me suis dit, j'ai 5 heures pour trouver un billet pour la finale de volley. Alors après, c'est l'inconfort, je suis toute seule, je m'en fiche, enfin il y a plein d'autres choses en jeu. Et donc j'ai essayé de trouver l'email du président de la Fédé, en me disant, il y a des invités et il y a toujours du no-show. Donc, je vais trouver son mail et je vais lui dire, mec, je suis devant le stade. S'il y en a un, il ne vient pas, je peux venir à tout moment. Alors, son email, c'est président@ffvb.fr. C'est une vraie histoire. Hein. Non, mais ce qui est dingue, c'est que ce que tu es en train de décrire, n'importe qui ici peut le faire. Il faut juste le faire. Franchement, je veux vivre ce moment. Je suis sportive, mais le volley, c'est pas mon sport. J'ai regardé les règles dans le train et tout. Enfin, et je lui ai dit, je suis là. Franchement, si tu peux. Et ben la place m'est arrivée. L'autre option, c'est d'aller à Los Angeles dans 4 ans. Mais attends, et donc tu as écrit au président. J'ai écrit au président et je lui ai dit, en fait, il y a du no-show, je suis devant, à tout moment, tu me lâches la place. T'as pas dit qui t'étais, t'as pas dit machin. Non, je suis pas joueuse de volley, tu vois, je suis rien pour lui. Enfin, il s'en fout, quoi. Et le mec t'a répondu. Et le mec, il m'a dit, ok, c'est bon, il y a des places qui sont libérées. Il va pas, enfin, lui, il aime son sport, il trouve ça triste quand il y a une place vide. Et donc, alors c'était vraiment la meilleure ambiance de toutes les arénas, parce qu'ils ont un peu des trucs comme au basket où tu fais monster block.
Mais j'ai passé un moment de dingue, c'est hyper familial. Et voilà, c'était génial. Je pense que ça, c'est un peu extrême. Est-ce que, attends, c'est hyper intéressant. C'est pas un truc d'entrepreneur, ça, justement? Je vous demande les trois. C'est peut-être ça qui caractérise l'entrepreneur. On va faire un truc, on verra. Quel est notre risque? En fait, il n'y en a aucun, donc on y va. Est-ce que c'est pas ça, être entrepreneur? Ce que tu racontes, moi, ça me rappelle une histoire que j'ai racontée, parce que j'ai rencontré il y a 15 jours, j'ai pris un petit déjeuner avec Satya Nadella, qui était le président de Microsoft. Et moi, j'ai toujours été, depuis que je suis très jeune, fasciné par Bill Gates. J'ai toujours trouvé que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et en 95, il était venu en France pour le lancement de Windows 95 et il avait fait une keynote au Palais des Congrès. Et je voulais absolument y aller. Et du coup, alors, à l'époque, il y avait des groupes qui étaient chargés des développeurs, bref, chez Microsoft. Et bon, évidemment, il n'y avait pas d'email, enfin, c'était beaucoup moins courant. Et donc, il fallait les appeler. Donc, j'ai appelé, j'ai dit que j'étais le directeur informatique d'une entreprise de plus de 50 000 personnes. Et du coup, il m'avait envoyé les invitations pour venir au speech, à la keynote de Bill Gates. Donc ça fait un peu penser à cette histoire. Donc c'est vrai que parfois, il faut mais c'est aussi ce que je disais, quand on n'a rien à perdre, on ose tout, parce que justement, par définition, on n'a rien à perdre. Et c'est vrai que pour un entrepreneur, c'est bien aussi de... Parfois, remettre tout en jeu, remettre tout sur la table, prendre des risques. Voilà, c'est peut-être le truc. Il faut prendre des risques. Un truc classique en psychanalyse, quand un patient va évoquer sa peur, quelle qu'elle soit, une question assez classique va être: quel est votre risque? Et en fait, on se rend compte souvent que le risque, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que c'est pas ça aussi d'être entrepreneur? Bon, le risque, ça revient toujours. Enfin, dans les sujets dont on traite, le risque, c'est toujours de la perte de temps ou de la perte d'argent dans les sujets dont on parle. Donc après, moi, je trouve qu'il y a un gros biais cognitif au risque, c'est que souvent, on évalue, pour ceux qui hésitent à se lancer, le risque de faire. Mais si on prend un peu de hauteur, il y a le risque de se lancer, le risque de ne pas se lancer, le succès de se lancer ou le succès de ne pas se lancer. Souvent, je trouve que quand on évalue la situation, c'est le risque de faire. Mais il y a aussi parfois le succès de ne pas faire. Par exemple, si on parle du pro, finalement, je suis bien dans cette boîte. Le succès de ne pas lancer ma boîte, c'est peut-être le job d'après qui m'irait bien. Enfin, et après, ça permet de poser les choses, je trouve, de manière un peu plus clairvoyante. Il y a cette très belle phrase de René Char qu'on pourrait appliquer à l'entrepreneuriat, qui dit: celui qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. Magnifique. Ce qu'a dit Clémentine est tout à fait vrai, je reviens là-dessus. Le risque de ne pas faire est souvent supérieur au risque de faire. C'est ce qu'on explique à nos clients qui refusent de se... Le risque de ne pas faire est supérieur au risque de faire. Oui, très souvent, quand on parle de disruption, par exemple, on voit beaucoup dans nos métiers de l'IT, d'abord avec Internet, avec l'e-commerce, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, le réflexe des entreprises, c'est de se recentrer sur leur métier, de pas bouger, et souvent elles manquent d'agilité. Et donc il y a un énorme risque à ne pas faire. On voit les entreprises qui n'ont pas voulu se mettre à l'e-commerce, par exemple, pas assez tôt, parce qu'elles avaient peur que ça bouscule leur métier historique, leurs équipes achats, tout ce qui faisait leur métier initial. Le fait de ne pas faire les a conduits dans le mur. On cite souvent l'exemple de Kodak, qui était propriétaire des brevets sur la photo numérique. Il les a mis dans un coffre parce qu'il pensait que ça leur ferait trop de concurrence. Et au final, elle a disparu très vite. Donc c'est vraiment un bon exemple de ce que disait Clémentine sur le risque de ne pas faire, qui est majeur. Aujourd'hui, il y a une révolution qui arrive qui est déjà là, qui est l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de boîtes qui interdisent à leurs collaborateurs d'utiliser l'intelligence artificielle parce que ça fait peur. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut forcer ses collaborateurs à utiliser l'intelligence artificielle au quotidien. C'est extrêmement important. C'est ce qu'on fait, nous, chez Miracle. On leur dit qu'il faut absolument, budget illimité, tester, essayer. Il faut absolument le faire. Et d'ailleurs, ça me fait penser à
une phrase que Jacques Ma m'a dit. Il m'a dit les gens qui ont peur, si quelqu'un a peur, c'est qu'il est trop vieux. Les jeunes, ils ont peur de rien. Bien. Alors, on va passer vous avez posé une question chacun, je sais bien, le temps est compté, mais on revient. J'essaye de revenir avec vous à la fin. Maintenant, ça va être. Tout à l'heure, j'ai essayé de casser la glace, parce que là, on a voyagé pas mal quand même. Hein. Ça va être à vous de poser des questions. Donc, vous connaissez la règle, parce qu'on est toujours tenté de dire, de justifier la question, qui on est, ce qu'on a fait, ma vie, mon œuvre, etc. Donc, c'est très intéressant. Mais là, l'idée, c'est d'être court pour avoir le maximum de questions. Donc, profitez-en. Vous avez vu, on a 3 invités exceptionnels. Quelles sont vos questions? Ah oui. Eh bien, écoutez, cher ami, on peut poser des questions sans micro ou pas? Ouais. Non, micro. Bonjour Hugues, je suis entrepreneur. Je ne vous vois pas dans le fond parce qu'il y a des spots. Donc, il faudra lever les mains plus haut. Une question, comment vous donnez confiance à vos collaborateurs? Ça, c'est court, c'est canon. Et puis, elle est bonne, la question. Eh ben, on va demander à un de mes collaborateurs qui est dans la salle. On va lui passer le micro. Hugo, qui est juste au 2e rang. Là, juste là. Lève la main. Alors, Hugo, tu te lèves, tu te présentes et tout, et c'était pas prévu, mais c'est... Alors, pourquoi tu as confiance et pourquoi tu es venu aujourd'hui au lieu de rester en famille? Il faut que je réponde à la déclaration d'amour de tout à l'heure. Donc, merci Philippe. Les collaborateurs, ils parlent d'amour. Hein. En fait, la question, elle revient à se poser, pourquoi est-ce que je me lève tous les matins et qu'est-ce que je fais là cet après-midi? Pourquoi est-ce que je me lève tous les matins? Je suis convaincu que la raison d'être de Miracle, c'est de se battre face à Amazon. C'est de ne pas avoir un monde qui est hégémonique avec que des géants de la tech et pas d'acteurs français. Je suis convaincu que chaque PME ETI française utilise les marketplaces de Miracle et utilise ça pour faire concurrence à Amazon. Donc moi, je vois un but qui est extrêmement social. Alors évidemment, j'adore Philippe, sinon je ne bosserai pas avec lui. Mais tous les matins, je me lève parce qu'il y a un but social et sociétal de cette entreprise. Donc il faut croire au projet, quoi. Le truc, c'est de croire au projet. C'est ça qui donne confiance. Ils sont tous comme ça chez Miracle? J'espère. Oui. Enfin, moi, de ce que je vois, oui, ils sont beaucoup comme ça. Parce qu'il faut croire au projet. Donc la réponse, c'est le produit et la vision. Voilà. C'est ça qui te donne confiance. Ouais. Super. Non, parce que si je passe devant, après, je vais me faire gronder. Donc, il y a quelqu'un qui a le micro. Allez-y, madame. Oui, je ne sais pas si ça marche. Oui, c'est bon. Ça marche très bien. Bonjour. Déjà, merci. C'était super intéressant et ça m'a vraiment parlé. Je suis entrepreneur aussi et j'ai aussi monté un projet sur une vocation qui était autour de la ménopause. Donc, aussi très tabou. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire autour de ce sujet. Et moi, ma question, ça porte plutôt sur le fait que ces 4 dernières années, j'ai l'impression qu'on a pris énormément de murs. J'ai fait face à beaucoup d'échecs. Et aujourd'hui, la boîte va dans un sens qui, pour moi, n'est pas ce que j'espérais. Donc, je l'ai beaucoup vécu comme un échec. En fait, on a dû prendre une décision pour pas se planter, qui n'était pas forcément ce que je voulais faire. On va dire qu'on a essayé de limiter la casse. Comment est-ce qu'on fait pour reconstruire sa confiance après un échec? Par exemple, parce que je pense que cette envie d'entreprendre, je ne vais jamais la perdre. Mais je me sens plutôt en situation d'échec aujourd'hui. Déjà, bravo d'avoir eu le courage de faire ce qu'il fallait pour que la boîte continue. Tu peux être fier de toi. C'est des périodes difficiles et tout est une question de point de vue. En fait, moi, je trouve que ces moments de restructuration nécessaires pour que les projets continuent, c'est ce que je voulais dire en disant tu as été loyal à ton projet. C'est dur parfois parce que ça veut dire aussi, je ne sais pas si c'était le cas, mais réduire des équipes et forcément ça fait très mal au cœur. Mais bon, ton projet il mérite d'être là, tu as été loyal, tu lui as donné les moyens de continuer à exister. Franchement, sois fier de toi, c'est hyper dur. Tu es là, tu as la niaque, tu as encore envie. Il y en a plein qui se seraient arrêtés. Moi, je trouve ça magnifique. Peut-être juste pour ajouter un petit mot, parce qu'on n'a pas parlé d'une autre qualité de l'entrepreneuriat, qui est la résilience. Et effectivement, c'est un truc... Alors, je vais rester dans le registre de la poésie, avec Saint John Perse, qui n'a jamais changé de cap, n'a jamais voyagé.
Merci madame, et puis moi je me permets, je pense qu'en fait la réponse elle était dans la question, parce que vous venez de dire des choses extrêmement intéressantes et importantes. Pour vous ça se sent devant 200 personnes, enfin un peu moins, mais comme s'il y en avait 200, donc bravo, et je pense que la réponse vous l'avez déjà. Est-ce qu'il y a une autre question? Enfin j'espère qu'il y a une autre question. Si je peux permettre aussi, enfin je pense, je crois que c'est Churchill qui disait la réussite c'est un échec qu'on a raté. Donc ça va dans ce sens-là, quoi. Il faut pas. En fait, il y a que ceux qui font rien qui se plantent jamais. Donc au moins vous avez fait, vous allez apprendre. Je ne sais pas où vous en êtes de votre entreprise, mais si vous passez, si c'est pas un moment facile pour l'entreprise, il y a un moment, voilà, tout le monde se plante. Encore une fois, on apprend de ses échecs. J'ai dit qu'on apprenait plus de ses réussites, mais on apprend aussi beaucoup de ses échecs, hein, évidemment. Tout le monde se plante, c'est pas grave. Ce qui serait grave, c'est de ne pas recommencer à réentreprendre si vous avez envie de le faire. Et peut-être que ta question, c'est aussi comment tu maintiens ta vitalité et ton énergie. Et d'avoir envie de se lever le matin alors que parfois c'est juste dur parce que tu es un peu KO. Tu as dit tout à l'heure d'en revenir aux fondamentaux. Va voir des femmes clientes. Moi, dans les moments difficiles, j'ai toujours reconnecté à ma mission. Je vais sur les cérémonies d'obsèques dès que j'ai un doute, quoi. Et en fait, je me dis, franchement, il y a pire. Il y a des gens qui sont en moins bonne position que moi. Voilà. Non, mais... Et après ça, je sais que c'est juste ce qu'on fait et je sais que ça valait la peine. Et après, quand on est dans des métiers vocations, ce qui est dingue, c'est que, ça vaut pour tous. Moi, chaque famille qu'on accompagne, ça valait toute la peine. Et du coup, il me semble que si tu reconnectes avec des témoignages d'utilisatrices et de femmes, tu te diras déjà ça vaut la peine et puis continue parce qu'il y en aura peut-être des centaines et des milliers ensuite. Merci. Monsieur, vous avez un micro. Il est privilégié. Bonjour, donc Pierre Amelot Ferrero, enchanté. Je me reconnais beaucoup dans tout ce qui se dit aujourd'hui. J'ai une question qui est un peu miroir à la question de comment obtenir la confiance de ses collaborateurs, parce que c'est aussi quelque part une responsabilité, c'est-à-dire qu'on a les collaborateurs qui accordent leur confiance et en ça on est extrêmement responsable. Et par ailleurs, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on n'est pas tout le temps linéaire, il y a des hauts, il y a des bas. Et du coup, ma question, c'est on ne peut pas avoir une équipe tout le temps à 200%. En tant que leader d'entrepreneur, on veut les driver, donc on veut les pousser à aller au-delà de leurs propres limites, mais ça ne peut pas être quelque chose tout le temps qu'on peut tout le temps pousser à son maximum. Donc ma question, c'est comment est-ce que vous faites pour mettre une limite à ça et quelque part cadrer la confiance qu'ils vous accordent, c'est-à-dire jusqu'à quand vous-même vous dites, bon là je vais un peu loin, et je vais les laisser un peu respirer, un peu d'oxygène, le temps de repartir. Ça, c'est un peu, c'est un peu la clé du management. Ça, avec l'expérience, ça s'acquiert. L'exemple qu'on a d'un collaborateur, il est à fond quand même. Hein. Oui, bah oui. Après, ça m'est déjà arrivé de forcer un collaborateur à prendre des vacances. Dire là, tu as besoin de vacances. Parfois, faut les inciter à maintenir un équilibre pro-perso sur lequel ils peuvent dériver. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là pour travailler. Une de nos valeurs chez Miracle, qui est écrite sur notre mur, c'est « Work hard together ». On est là on travaille chez Miracle. Moi, c'est m'est déjà arrivé dans des startups où dans la salle d'attente, il y avait des bacs à sable, pour de vrai. Hein. Ou des baby-foot, ou des trucs comme ça. C'est assez courant. Chez nous, non. On est là, on bosse, voilà, on est sérieux, rigoureux. Mais après, les bons managers, ils sont là pour tirer le meilleur de leurs équipes, mais pas pour les pousser au burn-out. Et là, c'est aussi une question de gestion des ressources humaines, d'être sûr qu'on est avec des collaborateurs bienveillants, à tous les échelons, dans les recrutements aussi, que vous recrutez des collaborateurs qui sont bienveillants avec leurs autres collaborateurs. Donc, par exemple, on a une règle aussi chez Miracle, c'est que même si quelqu'un est très bon techniquement, s'il n'est pas apprécié par ses collaborateurs, on ne le garde pas. Et ça m'est déjà arrivé, durant les périodes d'essai, de me séparer de collaborateurs qui étaient très bons techniquement, qui avaient passé les séries d'entretiens,
Mais j'avais des alertes de CN-1 qui disaient, voilà, ça ne se passe pas comme on veut. Et quand vous avez trop de turnover dans une équipe, ce n'est pas un bon indicateur, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est tous ces signaux faibles auxquels il faut être très vigilant pour créer un environnement de travail qui soit agréable et confortable pour ces équipes. Et ça s'auto-entretient en fait, parce que plus vous êtes collaborateurs qui sont bienveillants les uns envers les autres, plus ils vont recruter des collaborateurs bienveillants. Et c'est comme ça qu'on crée une ambiance globale qui est positive, enfin, je crois. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la question. Je trouve qu'en fait, quand ça dépend que de moi, il y a un problème. Je veux dire, chacun est une personne à part entière, avec ses talents, son impact. Moi, je suis très focus sur quel est le talent de la personne, l'organisation par les talents. Et en fait, quand il y a un talent, le sujet, c'est plus de beaucoup bosser, c'est de développer le talent. Parce que quand quelqu'un est vraiment talentueux dans un sujet, il a un impact fois 1000, quoi. Je pense à une collaboratrice qui s'appelle Anna Seba, qui est ma directrice de communication et des relations institutionnelles. Alors oui, j'ai eu de l'audace parce qu'elle avait une carrière comme ça. Je suis allée la chercher, je l'ai intéressée au sujet de la fin de la vie. Et que oui, ça c'est venu de moi. Tu vois, j'ai inspiré, je l'ai détourné. Mais là, elle est hyper puissante dans son impact. Et bien sûr qu'on a une joie incroyable à travailler ensemble, à se faire confiance et que j'ai ma part d'impact. Mais surtout, je me réjouis de l'avoir impacté fois 1000 grâce à une memory, grâce à ses talents. Et du coup, c'est moins auto-dépendant. Et ça, je trouve que ça fait des organisations saines où c'est pas que la... Enfin, il y a moins une question de fatigue, parce que déjà, il y a moins une question de bosser tout le temps. Quand tu es talentueux, tu sais, tu es là où tu dois être et paf, t'impactes. Et puis, du coup, son moteur est nourri, quoi. C'est juste pour illustrer, c'est juste que nous, on travaille dans la tech. Un des problèmes de la tech, c'est que ça se renouvelle très vite. C'est-à-dire, en gros, tous les 2 ans, quasiment, il faut mettre à la poubelle et refaire, sinon tu meurs. Et c'est en ça, ce côté Sisyphe, ce côté, tout ce que tu as pu acquérir en termes managériels, bien sûr, ça, on peut tout à fait mettre en place toutes ces clés-là. Néanmoins, quand c'est ton bébé, quand c'est ton équipe qui a travaillé dessus assez fort et aller les voir et leur dire, bon bah, too bad, maintenant on va passer à la nouvelle génération. Et là-dessus, on va réouvrir nos chakras. Quelque part, on va se réautoriser de repartir de zéro, qui est, moi je le vois comme une très forte chance. C'est quelque chose qui n'est pas offert à tout le monde, d'avoir un patron qui dit, bah, vous savez quoi, on va recommencer de zéro et on a le budget pour et c'est super. Mais pour certains, c'est compliqué. Alors, merci. Là, il y a une question, oui. Allez-y, vous avez un micro, madame ? Merci. Bon, une question peut-être un peu curieuse, mais je voulais savoir si les mots, les notions comme jouer, s'amuser évoquent quelque chose pour vous dans votre vie d'entrepreneur. C'est une très bonne question. Dans nos 3 valeurs, depuis 24 ans, on a confiance, exigence et joie. Alors, vous avez dit, madame, vous avez dit jouer, plaisir, non ? Jouer, s'amuser. Voilà. Et la suite du motto de Philippe, parce que généralement le work hard va souvent avec play hard. Alors, est-ce que donc nous, on a mis dans nos valeurs. Est-ce qu'il y a une forme de jeu ? Est-ce que vous vous amusez ? Est-ce que je dénature pas votre question, madame, en parlant de plaisir ? C'est essentiel, ça, ou pas ? De s'éclater, quoi. Alors, le plaisir, oui. La passion. J'irais pas... jouer, amusement, je dirais pas ça. Je le vois pas comme ça. La passion, oui. Le plaisir à travailler ensemble, le plaisir à arriver le matin, travailler sur des sujets qui nous intéressent, avec des gens qu'on apprécie, oui. Jouer ou amuser ou amusement, pas dans notre domaine en tout cas, je le vois pas comme ça. Ouais, nous non, pas du tout. Mais c'est plutôt du coup, mais c'est quand même important. C'est-à-dire, moi en culture, on est tellement dans la gravité, mais comme tous les métiers du soin, moi à titre personnel, et je fais attention pour l'équipe, qu'il y ait des instants proactifs
où la joie s'invite. Mais du coup, je pense que c'est lié au métier. C'est carrément pas un jeu. C'est hyper sérieux. On n'a pas le droit à l'erreur. Et on navigue dans la douleur avec les proches. Du coup, moi, j'ai la problématique inverse par rapport à ma propre énergie, ma propre vitalité, de faire circuler les émotions, d'être dans la gravité, ça c'est là, mais de convoquer des moments de joie sur des temps personnels pour m'équilibrer. Il nous reste 1 ou 2 questions avant peut-être tout à l'heure un mot de conclusion. Le problème, c'est que je vois rien du tout. Et ben voilà, monsieur, là-bas, très bien. Bonjour, merci de vos témoignages. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé depuis le début, j'aimerais bien savoir si c'est volontaire, c'est le mot inconscience. Est-ce qu'il ne faut pas une dose d'inconscience quand on entreprend ? Totalement. Totalement. Mais comme on le disait, il faut pas que ça devienne un aveuglement. C'est pour ça que c'est inconscient. C'est-à-dire, voilà, un pilote de Formule 1, je reprends l'exemple, qui roule à 250 à l'heure, quelque part, il est totalement inconscient. Mais il est probablement 100 fois plus vigilant que nous sur la route. C'est assez incroyable. Enfin, vos réponses à tous les deux, il faut être inconscient pour être entrepreneur ? Je dirais pas ça. Inconscient, je ne sais pas. C'est pas pour. Je sais pas. Inconscient, optimiste, prendre des risques, parfois être sans filet, mais inconscient, je pense pas. Parce que dans l'inconscience, il y a un côté un peu, on s'en fout de tout, on y va, on verra bien. Oui, je dirais plutôt folie, moi. Ouais, c'était pas dans ce sens-là, c'est par rapport à des difficultés après que vous ne pouvez pas prévoir forcément quand vous commencez, quand vous avez l'idée, la vision, la confiance qui est là. Et après, vous allez rencontrer des difficultés que vous n'anticipez pas au départ, donc quelque part, c'est une forme d'inconscience. Oui, puis même au départ, je veux dire, moi concrètement, je me suis dit, je vais faire ce métier, ça veut dire que je vais réaliser des toilettes mortuaires pour prendre soin des défunts, que je vais avoir des corbillards, que je vais trouver des hangars, que je vais recruter des gens du métier et pas du métier, que je vais avoir des lieux, que je vais m'attaquer à un oligopole préhistorique. C'est complètement fou de faire ça. C'est complètement fou. Donc je trouve qu'il y a quand même cette partie-là. Après, quel est le regard qu'on pose sur la folie ? Il y a une phrase, je ne sais pas si je vais m'en souvenir, qui dit on dit de quelqu'un qu'il est fou quand il n'est pas fou de la folie commune. C'est un point de vue aussi. Enfin, derrière la création d'entreprise, il y a quand même des choses qui doivent être très pragmatiques. On ne construit pas des entreprises comme Jean-Emmanuel et Clémentine ont construit sans sérieux, sans rationnel, sans chiffres, sans marché, sans avoir quelque chose de nouveau à apporter. Enfin, Clémentine, elle s'attaque à un oligopole. Jean-Emmanuel, comme tu as dit tout à l'heure, il a recruté 2500 personnes en je ne sais pas combien de temps, en 1 an, en 2 ans, je ne sais plus, mais je ne pense pas qu'on soit dans l'inconscience. Je pense qu'on est dans quelque chose de très calculé, rationnel, pragmatique, orienté business. Des choses qui paraissent, je reprends ton terme, folles, inconscientes, etc. En réalité, c'est une question, leur opposer à cette inconscience ou cette folie de façade une extrême rationalité, une intelligence particulière qui va vous faire voir des choses que les autres ne voient pas. Est-ce que c'est pas ça, surtout, qui... Il y a 2 semaines... Et là, on n'est plus du tout inconscient. Je suis allée au Havre pour rencontrer Édouard Philippe, qu'une de mes collaboratrices avait croisé dans un restaurant qu'elle a pitché en 2 minutes, l'audace, pour lui dire il va falloir ouvrir les mairies de France pour les obsèques laïques. Parce que les obsèques laïques, donc 50% des Français, on est dans des crématoriums. Alors à Paris, il y a le crématorium du Père-Lachaise qui est assez beau, assez élevant, parce que dans ce cimetière mythique, il y a une salle où il y a une très belle coupole étoilée. C'est une exception française. Et sinon, on traverse des déchetteries, des zones d'activité pour aller dire adieu, célébrer et brûler le corps. Franchement, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on mérite. Finalement, dans les mairies, il y a le baptême républicain, il y a le mariage, il y a tous les instants de la vie. D'ailleurs, les obsèques démarrent par l'état civil et l'acte de décès. Donc, c'est
c'est complètement fou. Est-ce que les maires de France, et par rapport au tabou aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à ouvrir les mairies pour célébrer les obsèques laïques? La réponse est clairement non. Est-ce que c'est une idée qui pourrait peut-être un jour germer, pourtant un peu folle? Oui. Après, effectivement, c'est sérieux. Je suis allée sérieusement à ce rendez-vous. J'ai fait en sorte de rencontrer le directeur général des services avant, son chef de cabinet pour prendre de l'information. J'étais hyper préparée et je pense que j'ai planté une graine. Il est impressionnant en plus. Il est impressionnant. Pour l'avoir interrogé, il est impressionnant. Oui, alors quand on est avec cette idée-là, ça change le rapport de force. C'était là. Ah ouais. Il a dit c'est cool. Non mais j'ai planté une graine et je pense que du coup c'est un mélange des deux et c'est effectivement après il faut faire les choses très sérieusement pour qu'elles aient lieu. J'ai une question organisation. Un mot de conclusion et une question. On doit terminer à 16h pile, c'est ça hein? 2-3 minutes de gras. Alors une dernière question. Il y a peut-être quelqu'un. Là-bas, tout au fond. Parce que voilà, madame. Voilà. Excusez-moi pour les autres. Hein, bonjour à tous. Alors, hyper courte la question. Hein. Très bien. Merci beaucoup pour vos partages et merci Clémentine d'avoir partagé vos schémas de pensée, notamment. Vous avez parlé des autoprophéties, de votre horizon de temps qui était plutôt à 10 ans et non pas 3-4 ans. Je ne sais plus si vous avez dit que c'était déprimant, ce moyen terme. En entreprise, en entretien d'embauche, on nous demande souvent où vous voyez-vous dans 3-4 ans. J'imagine que ce serait présomptueux de demander plus. Mais ça paraît long, 10 ans. Et je me demandais, messieurs, ce que vous en pensiez. Ça ouvre le champ des possibles et en même temps, penser aussi loin, c'est un peu pas effrayant, mais presque. Alors, ça raccroche avec ce dont on a discuté tout à l'heure, c'est-à-dire que il va se passer tellement de choses, vous allez avoir tellement de jobs différents, de carrières, de vies différentes, qu'effectivement 10 ans, ça peut paraître très très loin. Puis il y a la fameuse loi de Moore hein, qui fait que tous les 2 ans, ça va 2 fois plus vite, c'est 2 fois moins cher, 2 fois plus petit, 2 fois plus puissant, etc. Donc il y a ce côté exponentiel aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Donc je pense que c'est toujours bien néanmoins d'avoir une vision moyen terme, d'avoir une sorte de drapeau, de point d'atterrissage là-bas où on se dit voilà, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, voilà où j'aimerais être. Après, par contre, il faut le piloter en étant court terme, bien évidemment, pour aller du point A au point B, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les entretiens d'embauche, oui, vous avez raison. C'est vrai que les gens aujourd'hui se projettent à quoi? Nous, notre projet d'entreprise, à chaque fois, c'est tous les 3 ans. Pour que ça semble atteignable, pour qu'on sache là aujourd'hui, c'est Grandir ensemble 2026. On l'a lancé il y a 2 ans. Comme ça, les gens sont capables de se projeter dedans. Ça fait pas trop loin, ça fait pas trop court. Alors, on va conclure. Moi, d'abord, je voulais vous dire à titre perso, j'ai pris un pied absolument incroyable à vous interroger, à préparer et à vous entendre. Et j'imagine que je suis pas le seul. Donc vraiment un grand merci à vous. Il y a un truc qui me frappe. Et on en a parlé, et je vais répéter ce que tu as dit, parce que c'était dingue, puisqu'évidemment, avant, on prépare un peu. Enfin, on s'est parlé, etc. Et le truc qui m'a frappé, et je m'en suis ouvert hier à Clémentine, je lui ai dit la chose suivante, je lui ai dit, mais c'est dingue, je vous ai interrogé tous les 3, et vous ne dites pas les mêmes choses, mais on parle la même langue. Et c'est vrai, quand on les entend là, ils ne disent pas les mêmes choses, ils ne sont pas toujours d'accord, mais ils parlent la même langue. Et vous ne savez pas ce que m'a dit Clémentine? Elle m'a dit, bah oui, c'est la langue de la confiance. Voilà. Juste un petit mot. J'ai fait un petit sondage tout à l'heure. Il y a plein de gens qui sont soit entrepreneurs, soit qui ont envie, soit qui vont le devenir, etc. Chacun, un truc super punchy. Enfin, vous avez été positif, mais comment on fait pour qu'ils basculent du bon côté de la force? Le bon côté de la force, c'est être entrepreneur. Enfin, c'est mon avis. Hein. Qu'est-ce qu'on dit à tout cela? Nous, pareil, c'est une phrase qui est écrite sur nos murs, c'est get things done. Il faut faire les choses. Faites et réfléchissez après peut-être. Non, il faut faire les choses. Allez au Stade de France et envoyer des mails, quoi, en attendant la place. Il faut faire. Clémentine? Confrontez-vous, rencontrez, pitchez, et écoutez les feedbacks négatifs, faites-en une matière pour progresser. Je pense que la confrontation au réel, en faisant les choses, c'est précieux. Ouais. Moi, je dirais qu'il y a un new normal aujourd'hui, à notre époque, au XXIe siècle,
qui est devenu un must-have et plus un nice-to-have, c'est que la performance et la pérennité économique de vos entreprises, elle doit aussi et surtout être là pour servir l'innovation sociale et l'impact sociétal. Eh bien, écoutez, merci, vraiment un grand merci. Merci beaucoup. Merci infiniment.